Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous dévoiler les résultats du baromètre du lin 2021, mené en collaboration avec l'Institut français de la mode auprès d'un panel de 6600 personnes sur 6 marchés. L'objectif de cette étude qualitative est de mesurer l'attractivité de la fibre de lin et les intentions d'achat du grand public dans les prochains mois. Cette étude s'inscrit dans le cadre du développement de l'Observatoire économique de la CELC, qui vise à délivrer les éléments de tendance d'évolution des modes de consommation auprès des pays clés, permettre d'anticiper les changements, d'adapter les stratégies de fidélisation et de conquête des marchés. La Confédération européenne du lin et du chanvre, la CELC, fédère toute la filière du lin européen. C'est l'unique organisation européenne agro-industrielle à regrouper tous les stades de production et de transformation du lin et du chanvre. Elle existe depuis 1951 et est aujourd'hui en lien avec 10 000 entreprises dans 14 pays d'Europe. La CELC est la porte d'entrée de la filière européenne et internationale du lin au service de la croissance. Notre mission est de positionner le lin européen comme fibre innovante, responsable et créative auprès des marchés prioritaires de mode et d'art de vivre, dans l'objectif de développer les ventes de produits finis auprès des consommateurs. Pour répondre à ces enjeux, la CELC se structure autour de 2 pôles de développement, le pôle innovation et le pôle promotion. Le pôle innovation est piloté par Julie Pariset, avec une directrice textile et RSE et 2 ingénieurs projets. Le pôle promotion, qui regroupe le marketing et la communication, est piloté par moi-même, Chantal Malingret, avec une directrice de la communication, 2 chefs de projet et une assistante. Et ensuite, 2 pôles support composés d'un observatoire économique du lin, piloté par Damien Durand, et une communication corporate et dynamique de filière, pilotée par Dimitri Soverini. L'ensemble est dirigé par Marie-Emmanuelle Belzung, déléguée générale. Aujourd'hui, le marché du lin trouve ses débouchés sur 3 marchés principaux. 60% pour la mode, 30% pour la déco et 10% pour les usages techniques et éco-produits. Sur le marché de la mode, le lin répond idéalement aux aspirations actuelles. Il est en phase avec les enjeux du XXIe siècle. Le lin et ses hybridations de matières sont aujourd'hui référentes en termes de développement durable. C'est un textile versatile qui laisse place à la création la plus sophistiquée comme la plus décontractée. Et enfin, c'est une matière de prédilection tant pour les styles genrés que non genrés. On le voit ici, grâce à notre étude réalisée en collaboration avec le cabinet Tagwalk, il s'impose et progresse dans les défilés féminins et masculins tant pour les collections d'été que les collections d'hiver. Les looks avec du lin ont fait un bond de plus 102% dans les défilés de mode femmes printemps-été 21 par rapport à 2020 et les prévisions pour les prochaines collections confirment cette tendance. Parmi toutes les fibres textiles vendues dans le monde, le lin représente moins de 1%. Le marché des fibres textiles est majoritairement celui des fibres synthétiques, mais toutefois, les fibres naturelles gagnent beaucoup de terrain chaque année et principalement grâce au choix des consommateurs. Je laisse maintenant la parole à Damien Durand, directeur de l'Observatoire économique, pour la présentation du baromètre. Bonjour, je suis Damien Durand, le directeur économie de la CELC et en charge notamment de l'Observatoire économique du lin. Alors avant de rentrer un peu plus en détail dans les chiffres précis concernant le lin pour le baromètre 2021, quelques éléments macroéconomiques tout d'abord. Si on regarde l'évolution du textile en 2020 par rapport à 2021, qu'est-ce qu'on voit? Que l'année 2020, bien entendu, l'année dans laquelle s'inscrit ce baromètre 2021, a été une année particulièrement difficile, tant pour les marchés que pour les différents circuits de distribution. Vous voyez dans les graphiques que clairement, la dominante, c'est le rouge. Quelques exceptions cependant. Pour les marchés, on voit que le linge de maison a réussi à finir cette année pourtant particulièrement difficile en positif. Et on rappellera d'ailleurs que le lin a une place tout à fait particulière et favorable sur le marché du linge de maison. Et sans grande surprise, sur les circuits de distribution, c'est une information qui a couru tout le long de l'année 2020, elle se confirme encore en 2021, le e-commerce parvient à tirer son épingle du jeu, contrairement à tous les autres circuits de distribution. Et si on se penche sur le contexte économique au niveau des différents marchés géographiques, qu'est-ce qu'on voit? Là aussi, sans surprise, du rouge de partout, mais avec beaucoup de disparités cependant, et y compris dans les 6 pays qui sont l'objet du baromètre du lin 2021. On voit que des pays, comme la Chine par exemple, ont eu une décroissance assez modérée,
pourtant dont ils ne sont pas coutumiers, donc ça a été malgré tout un choc pour eux, et dont ils se sont remis assez rapidement dès 2021, alors que d'autres marchés, je pense notamment au Royaume-Uni, aux États-Unis, et même surtout à l'Espagne, même si elle n'est pas dans notre baromètre, eux ont perdu entre un quart et plus du tiers de leur volume d'affaires sur l'année 2020. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les 6 pays sur lesquels on va se pencher maintenant ont tous connu une année 2020 très difficile. Un petit élément également en propos liminaire de ce baromètre, c'est une question qu'on a posée dans le cadre de cette étude, mais pas spécifiquement sur le lin. On a demandé à tous les panels des différents pays le moteur déclencheur d'un achat en mode pour l'année 2021. Qu'est-ce qui va vous pousser concrètement à pousser la porte d'un magasin ou à aller en ligne acheter un vêtement, quelle que soit sa matière? Si on regarde en détail, selon les pays, quel est l'élément, le moteur déclencheur d'un achat mode en 2021, on voit que les réponses, les motivations sont assez hétéroclites. En France, on est plutôt orienté sur la question du style, alors qu'au Royaume-Uni et en Italie, le moteur principal, ça reste le prix d'achat du bien acheté. La question de la qualité reste un critère important, et c'est notamment un critère particulièrement en Italie, même si ce n'est pas le critère numéro 1. Dans le tableau suivant, vous avez le détail des différents critères qui ont été proposés à l'ensemble de nos panels, et on voit grosso modo que le podium style, prix et tissu revient très régulièrement sur l'ensemble des panels, même s'il peut y avoir des petites variations. On voit notamment l'importance de la question du confort en Chine, et on constate également, et ça c'est une information tout à fait intéressante, que la question de la couleur et de la marque sont en réalité des critères peu importants dans le choix d'un achat d'un vêtement pour l'année 2021. Alors ce baromètre du lin, comme vous l'a présenté Chantal en introduction, qu'est-ce que c'est méthodologiquement? C'est une étude de grande ampleur menée sur 6 marchés. La France, l'Italie, le Royaume-Uni et les États-Unis, mais aussi pour la première fois la Chine et l'Inde, pour arriver à mesurer la perception du lin et la perspective du lin sur ces différents marchés. On a pris des panels relativement représentatifs des populations, sauf pour la Chine et l'Inde, où on a décidé de se pencher sur des catégories de population plutôt plus jeunes et appartenant à des CSP+, de manière plus fréquente. On a voulu en effet essayer de coller au mieux, sociologiquement, à la réalité de ces pays et de ce qu'est un client du secteur de la mode dans ces pays-là. Alors donc voici le sommaire, on va d'abord se pencher sur quelques retours sur les achats de lin en 2021, qu'est-ce qui a été prévu, voir en quoi le lin, matière naturelle et végétale, a la cote, on peut le dire clairement, dans les différents marchés, quelle est exactement la connaissance et l'image que renvoie le lin dans ces différents pays très hétérogènes, comment le lin répond aux demandes d'éco-responsabilité, et nous finirons bien entendu par conclure. Alors, dans une première partie, on a posé la question suivante à tous les panels, je pense une question qui passionne notamment les professionnels de la filière. On leur a demandé, est-ce que vous prévoyez d'acheter du lin? Est-ce que vous prévoyez d'acheter des vêtements ou des éléments de décoration en lin? Alors comme c'est deux produits assez différents, on a demandé pour les vêtements sur un horizon de 12 mois et pour les produits de décoration et d'intérieur sur un horizon de 24 mois, partant du principe qu'on achète probablement moins souvent des canapés que des chemises. Et les retours que l'on a eus pour cette question sont tout à fait favorables. Je vous laisse les découvrir en détail. Vous voyez, on a donc divisé en 3, ceux qui veulent acheter un vêtement dans les 12 prochains mois, ceux qui veulent acheter de l'intérieur pour les 2 prochaines années, et ceux qui annoncent n'acheter aucun des deux. Alors, je vous encourage à regarder tout particulièrement la dernière ligne, aucun des deux, c'est-à-dire les gens qui n'envisagent pas d'acheter du lin, ni en vêtements, ni en objets d'intérieur. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit déjà d'une part, très bonne nouvelle, que les chiffres sont relativement bas. Vous voyez, le maximum, ce n'est jamais que 30%. Malheureusement, c'est en France, pourtant premier pays producteur de lin. Et c'est une proportion assez basse. Une grande majorité des consommateurs sondés envisagent d'acheter du lin dans les 12 ou les 24 prochains mois. Et l'autre chiffre très intéressant, c'est le chiffre chinois et indien. Il est également bas, mais il est, je dirais même, très très bas. C'est-à-dire que plus de 90% des consommateurs potentiels chinois et indiens, deux pays qui, je rappelle à eux deux, représentent plus de 2,5 milliards d'habitants, sont prêts à acheter du lin dans les 2 prochaines années. Autre question, on a demandé aux gens donc aux gens majoritaires qui étaient d'accord pour acheter du lin, pour quelles raisons vous avez envie d'acquérir un article en lin. On a proposé donc une série de réponses, il y avait 3 choix possibles, donc je vous laisse là aussi les découvrir, et là qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans l'ensemble des pays, là aussi très souvent, c'est les 3 premiers choix qui reviennent le plus souvent et de loin. Le lin, il est perçu comment? Il est perçu comme étant léger et confortable, il est perçu comme apportant de la fraîcheur, et il est perçu comme ayant un style plaisant, un style agréable. Alors vous voyez, il y a différentes variations qui ne cherchent pas la dynamique de fond entre les différents panels. On voit vraiment que c'est ces 3 éléments-là qui ressortent.
On notera aussi un autre élément important, qu'un élément comme le fait d'être à la mode, par exemple, et le lin est à la mode, comme vous l'avez expliqué Chantal, avec une très forte présence sur les podiums, eh bien ce n'est pas le facteur principal qui pousse à acheter le lin. On n'achète pas le lin pour le podium, on achète le lin pour le lin. Alors maintenant, lin, matière naturelle et végétale qui a la cote. Alors, nous avons proposé à tous les panels, aux 6 panels, une liste de 11 fibres différentes, 11 fibres courantes qui interviennent soit dans la mode, soit dans l'intérieur, l'ameublement. Et on leur a demandé, à tous ces panels, à ces 6600 personnes, voici 11 fibres, laquelle est votre préférée parmi les 11, et vous n'avez qu'un seul choix possible. On leur a proposé le coton, on leur a proposé bien sûr le lin, et d'autres fibres courantes, on leur a proposé la laine, le cachemire, la soie, plusieurs fibres artificielles, le cuir également. Alors qu'est-ce qu'on voit au niveau des résultats? Que sur les 11 fibres qui ont été proposées à l'ensemble des panels, aux 6 marchés de 1100 personnes chacun, le lin fait des scores très élevés, il intervient très souvent dans les premières places comme étant la fibre préférée. Et en France et en Chine, le lin est même la deuxième matière la plus souvent citée comme étant la matière préférée, derrière le coton qui est hégémonique sur tous les marchés. Alors cela peut bien entendu s'expliquer par le fait que le coton, avec presque 25% de l'ensemble des fibres sur le marché mondial, est beaucoup plus connu, a une présence beaucoup plus forte que le lin, avec seulement 0,4, et il est naturellement plus difficile, on va dire, de citer comme fibre favorite une fibre que l'on connaît peut-être moins. Mais outre ce score, ce podium tout à fait favorable pour le lin, on constate là aussi qu'en Chine, c'est même une personne sur 5 qui, pour la mode, a déclaré que le lin était sa matière préférée, alors qu'en Inde, c'est une personne sur 10. Et je le redis encore une fois, la Chine plus l'Inde, plus de 2,5 milliards de personnes. On a posé la question exactement la même, les 11 mêmes fibres, la même question, mais cette fois-ci pour la question de la décoration et des produits d'intérieur. Et bien là, sur tous les marchés, le lin finit deuxième. Alors effectivement, on peut comprendre qu'il y a peut-être moins souvent des rideaux en polyuréthane ou des ensembles de literie en cachemire, donc le lin est beaucoup plus présent et depuis de nombreuses années sur la question de la décoration, mais sa présence et sa cote d'amour, je dirais, sur la question de la décoration est encore plus élevée et plus homogène sur l'ensemble des marchés, numéro 2 de partout. Et en Chine, pour la décoration, le lin parvient même la performance d'être la fibre préférée d'un consommateur sur 4 pour la décoration. Donc très bonne nouvelle pour le lin. On ne s'attendait pas, je pense, à un résultat aussi positif, donc je vous le partage avec enthousiasme. On a également posé une autre question, dont je dirais on s'attendait à cette réponse, mais à la SELC, on préfère toujours vérifier par nous-mêmes les éléments. On a demandé à tous les consommateurs, sur la question de la mode pour les prochains mois, est-ce que vous préférerez acheter des vêtements en fibre naturelle ou des vêtements en fibre artificielle et synthétique? Sans surprise, le naturel fait d'excellents scores et assez homogène sur tous les marchés. Cela confirme concrètement que pour la mode, pour l'habillement, les gens veulent principalement du naturel, comme le lin, plutôt que du synthétique. Là aussi, toujours dans une logique un peu de symétrie, on a posé la même question pour la décoration, et la tendance s'est également vérifiée. La plupart des marchés préfèrent le naturel au synthétique. Une petite exception pour les États-Unis et l'Inde, effectivement, où ils préfèrent plutôt pour l'ameublement les produits artificiels ou synthétiques, mais c'est plutôt l'exception qui confirme la règle. On est vraiment sur une lame de fond pour les fibres naturelles, et plus particulièrement quand on les porte sur soi pour la mode. Maintenant, image et connaissance du lin. Là aussi, des résultats assez surprenants. On a voulu tester par plusieurs questions comment le lin était perçu et connu sur les différents marchés. Alors la première question, assez classique, on a dit si le lin c'était un vêtement pour vous, ce serait quoi? Et on a proposé donc un ensemble de réponses possibles. Et là, sans grande surprise, mais on le vérifie aussi clairement, dans l'esprit de la plupart des consommateurs, le lin, c'est d'abord la chemise en lin. Là où ça devient intéressant, c'est le numéro 2. Si la chemise en lin est effectivement plutôt un produit généralement masculin, on voit que le numéro 2 en termes de vêtements emblématiques du lin, c'est la robe d'été. La robe d'été en France, en Italie et au Royaume-Uni ainsi qu'aux États-Unis. L'Asie, elle, voit les choses un peu différemment après la chemise. On voit que par exemple en Chine, en numéro 2, c'est la veste en lin qui ressort, qui est un résultat, je pense en tout cas assez surprenant, mais il y a vraiment une identification de la veste en lin, qui est même la réponse qui revient le plus souvent. Et on a proposé également à titre de test, dans les réponses possibles, le kurta, qui est un vêtement long, ample et plutôt masculin porté en Inde. Alors on l'a proposé dans tous les pays, mais sans grande surprise, il n'y a que l'Inde qui a répondu le kurta en lin comme étant un des vêtements emblématiques. Et on voit que le kurta fait un score très élevé, puisqu'il est numéro 2 en Inde. Ce qui veut dire que le lin est une vraie fibre à résonance mondiale qui sait s'adapter à des types de vêtements, y compris des types de vêtements assez atypiques de notre point de vue occidental, comme le kurta. On a posé là encore
toujours dans la même logique, la question pour un objet maison ou un objet décoration. On avait proposé que 4 réponses possibles, et là on voit qu'il y a une certaine hégémonie par contre pour le lin, du rideau et du drap de lit, avec quelques petites variations en Asie, mais on voit que voilà, le rideau et le drap de lit supplantent quand même la nappe et le canapé. Pourtant, la nappe et le canapé sont des produits où le lin a toute sa place dans les magasins. Alors question, là où je dois dire, à titre personnel, la réponse a été particulièrement surprenante, on ne s'attendait pas à ce type de résultat. On a demandé à tous les panels, est-ce que vous diriez que le lin, c'est une fibre plutôt végétale, une fibre animale ou une fibre artificielle? Une plante, un animal ou de la chimie, concrètement? Alors, heureusement, sans surprise, la majorité sur tous les panels ont répondu que le lin était bien une fibre végétale, mais on a constaté sur certains pays, certains marchés, et donc je pense notamment aux États-Unis et à l'Inde, un score qui n'a pas été si élevé que ça, qui dépasse à peine les 50%, donc avec presque la moitié de ces différents panels, et parfois un quart ou un tiers chez les autres, qui considèrent que le lin, ça peut être une fibre d'origine animale ou une fibre d'origine artificielle. Donc la perception du lin comme fibre naturelle est quand même le fait majoritaire, mais il y a une certaine marge de progression pour bien faire connaître concrètement l'origine et le process de culture du lin, puisqu'il y a toujours dans ces différents panels une part non négligeable de personnes qui ne voient pas exactement le lin sortir d'un champ. Alors la question de la localisation cette fois-ci, on a demandé là aussi à l'ensemble du panel, est-ce que vous savez concrètement où pousse le lin? Est-ce que vous identifiez le lin comme étant une fibre qui pousse principalement en Europe? Alors bonne nouvelle, heureusement, la grande majorité des panels, approximativement entre 2 tiers et 85%, ont répondu que oui, ils avaient bien identifié la culture du lin comme étant un fait européen. Alors nous ne sommes pas allés jusqu'à pousser le niveau d'exigence, à savoir s'ils identifiaient bien la zone de culture comme étant la bande côtière qui va de Caen à Amsterdam. On se contentera en tout cas de la question Europe, et là-dessus, clairement, la réponse est bonne. Par contre, on a posé une autre question pour vérifier quelque chose, et la réponse a été là aussi notable. On a dit à tous ces panels, ok, vous identifiez que le lin est une culture européenne, mais est-ce que vous pensez qu'on peut faire pousser du lin partout dans le monde? Et là aussi, sur à peu près les mêmes proportions, les différents panels ont répondu oui, on peut faire pousser du lin partout dans le monde. Je rappelle qu'il n'y a qu'une petite dizaine de pays à peine qui fait pousser du lin au-delà vraiment de surfaces anecdotiques, et que 80% de la production de lin se trouve en Europe de l'Ouest. Et je dirais même d'ailleurs que si on rajoute les pays d'Europe qui ne font pas partie de l'Union européenne, comme la Biélorussie, l'Ukraine ou la Russie, et qui sont pour un Chinois ou un Indien, dans une certaine mesure, des pays européens, on est même au-delà des 90%. Donc les panels identifient bien que le lin est une fibre d'abord européenne, mais ils ne voient pas le quasi-monopole européen du lin, la spécificité vraiment européenne du lin. Il y a donc probablement là une marge de progression et de connaissance de la part des consommateurs pour que s'impose dans leur esprit le lien lin Europe de l'Ouest. Alors, autre question très importante, notamment sur le positionnement de marché à partir de l'année 2021, on a cherché à savoir si les différents panels identifient bien le lin comme étant plutôt une fibre haut de gamme. Et qu'est-ce qu'on a fait? On leur a posé 2 questions. La première question qu'on leur a posée, on leur a dit, est-ce que vous diriez que le lin, il est plutôt moins cher, aussi cher, ou un peu plus cher que les autres fibres textiles courantes, le coton ou ce genre de choses, pas les fibres d'exception comme le cachemire ou la soie, mais bien les fibres courantes. Et là, on a vu que la majorité dans chaque panel, de partout, a identifié que le lin était généralement un peu plus cher, et donc l'a identifié comme étant une fibre, une matière haut de gamme. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, puisque c'est justement le positionnement que nous souhaitons faire adopter au lin, et on constate qui plus est qu'en 2021, pour l'instant, c'est plutôt le segment du haut de gamme et du luxe qui rebondit le mieux aux effets de la crise de 2020. Alors une fois qu'on a constaté que les panels, la majorité des consommateurs dans chaque panel avaient bien identifié le lin comme étant une fibre qui se positionne sur le marché du haut de gamme, on leur a posé une autre question. On leur a dit, ok, vous considérez que le lin est plutôt plus cher que les autres fibres, mais est-ce que vous trouvez que cette différence de prix, elle est justifiée? Et là, on a pu voir dans les résultats qu'une écrasante majorité des différents panels dit bien oui, la différence du prix du lin et des autres fibres est bien justifiée. Et on est même sur des taux qui dépassent les 90% sur les marchés chinois et les marchés indiens. On est donc face à des consommateurs qui disent, en substance, oui, le lin est un produit haut de gamme, oui, il est plus cher, et c'est parfaitement légitime. Donc, autre bonne nouvelle et autre grand enseignement sur le positionnement marché à venir pour le lin. Partie suivante, la question consommation et éco-responsabilité. On a voulu mesurer chez ces consommateurs qui achètent du lin la sensibilité aux questions de l'éco-responsabilité un peu plus précisément.
Alors on leur a d'abord demandé sur quels critères vous achèteriez un produit responsable en lin. Quelle serait la valeur, l'engagement particulier qui compte le plus pour vous? On a proposé, avec une seule réponse possible, 4 choix différents. Et l'on voit qu'il ressort quand même de manière assez massive la volonté d'avoir des tissus à faible impact environnementaux ou d'avoir une production respectueuse de l'environnement. C'est-à-dire on veut un produit et un process qui répondent aux questions de la durabilité. Le chiffre de la production locale ressort aussi, le score est notable. Et la question par contre de la production socialement responsable, lui, fait des scores beaucoup plus bas. Ça ne veut pas dire que les consommateurs sont indifférents. On va voir d'ailleurs dans un chiffre suivant qu'il y a quand même une demande malgré tout là-dessus. C'est juste que ce n'est pas pour eux le critère numéro 1 de l'éco-responsabilité dans l'achat d'un produit en lin et sans doute plus généralement d'un produit textile. On a également posé la question suivante à l'ensemble des panels. On leur a dit quand vous achetez un article en lin, est-ce que vous voulez avoir des informations soit sur la traçabilité, d'où vient le produit, soit sur le respect des droits du travail justement, comment est-ce qu'il est fabriqué, soit les deux, soit aucun des deux. Alors je vous laisse découvrir quelques instants le résultat dans le graphique suivant. Je vous laisse voir à peu près la dynamique des couleurs. On voit là aussi quand même que la question de la traçabilité supplante un peu la question du respect des conditions de travail dans la fabrication, même si on est loin d'avoir un score dérisoire. C'est juste que c'est bien pas le numéro 1, mais c'est un élément important. Mais je vous encourage à regarder plus particulièrement la partie en rouge. La partie en rouge, qu'est-ce que c'est? Ce sont les consommateurs qui disent « ça ne m'intéresse pas du tout d'avoir des informations sur la provenance ou sur les conditions de fabrication ». Et là, on voit deux choses. Primo, d'une part donc, la partie en rouge est faible, c'est-à-dire que ce n'est qu'une petite minorité de consommateurs qui est réellement indifférent à la question de la traçabilité. Alors vous pourrez me dire, c'est normal, on propose à tes consommateurs d'avoir des informations plutôt que de ne pas en avoir, ils préfèrent en avoir. Certes, mais alors là on peut encore affiner la vision en regardant qui sont les chiffres les plus bas. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit que la partie rouge, là encore en Chine et en Inde, est très très faible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est justement les marchés chinois et les marchés indiens qui sont les plus exigeants sur la question des informations de traçabilité et de respect des droits du travail. Alors c'est important parce qu'au début de mon intervention, je vous expliquais tout particulièrement que dans cette étude, pour la Chine et pour l'Inde, on s'était concentré notamment sur les consommateurs plutôt jeunes et plutôt aisés, pour répondre, on va dire, à des réalités sociologiques dans ces deux pays. Et c'est très intéressant comme conclusion, parce qu'on voit que sur le marché chinois et sur le marché indien, même si ce sont des pays où la massification de la consommation de mode s'est fait peut-être 20 ou 30 ans après des pays d'Europe de l'Ouest ou d'Amérique du Nord, ça ne veut pas dire que ces nouveaux consommateurs sont les mêmes en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord il y a 20 ou 30 ans. Ce sont bien des nouveaux consommateurs, et même s'ils sont assez récents dans l'évolution des marchés textiles, ils sont parfaitement connectés aux nouveaux enjeux et aux nouvelles exigences du secteur de la mode. Donc concrètement, le lin, une fibre végétale et vertueuse, on a voulu vérifier le ressenti particulier sur le lin par rapport aux autres fibres. Alors là encore, comment on a fait? On a repris la même méthode, on a proposé notre série de 11 fibres courantes à l'ensemble des consommateurs, et on leur a dit, vous devez choisir parmi ces 11 fibres, quels sont les 3, selon vous, le top 3, si je puis dire, des fibres qui sont les plus respectueuses de l'environnement. Et là, excellente surprise, qu'est-ce qu'on a constaté? Que sur les 6 panels, donc en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, le lin est systématiquement dans le top 3, partout. Il est considéré comme étant l'une des 3 fibres les plus respectueuses de l'environnement, et il est même le numéro 1 en France, en Italie, et surtout en Chine. Donc vous voyez, des pays qui pouvaient parfois dire que peut-être le coton était leur fibre favorite, considèrent par contre que le lin est systématiquement dans le top 3 des fibres respectueuses. Et comme c'était une très bonne nouvelle, je ne résiste pas à la tentation de vous montrer le chiffre en détail, un peu austère, donc vous voyez cette grille, on voit le lin qui trône au sommet, qui trône à la première place sur les 3 marchés, et qui est systématiquement sur le podium sur les 3 autres. Le lin est donc bien perçu comme la fibre qui répond aux nouvelles exigences environnementales des consommateurs. Donc, pour finir, le lin, une fibre promise à un bel avenir, une conclusion pour laquelle je vais laisser de nouveau la parole à Chantal Malingret. Je vous remercie. Comme Damien l'a exprimé à travers les résultats de cette étude, nous voyons que bien que les consommateurs sont de plus en plus attentifs et exigeants, et trouvent dans le lin une réponse à leurs aspirations. Aujourd'hui, les consommateurs souhaitent acheter mieux et sont prêts à payer plus cher. Ils placent en tête de leurs critères de choix les aspirations sociétales, environnementales et le besoin d'avoir une traçabilité claire. En réponse à ces attentes, le lin est la fibre naturelle végétale d'avenir
car elle répond à toutes les exigences des consommateurs. Zéro irrigation, zéro déchet, 100% de la fibre est revalorisée, zéro OGM, et c'est la seule fibre dont 80% de la production mondiale se trouve en Europe de l'Ouest. Pour répondre à ces attentes de traçabilité, la CELC a créé le label European Flax. Ce label garantit la traçabilité d'une fibre de lin de qualité premium cultivée en Europe de l'Ouest et apporte les garanties de responsabilité environnementale et sociétale. En 2021, déjà 439 entreprises ont été certifiées dans 25 pays par le Bureau Veritas. C'est plus de 277% entre le 1er janvier 2020 et maintenant. European Flax est donc une caution sérieuse de traçabilité pour les consommateurs finaux et sans aucun doute un levier de différenciation marketing pour les entreprises qui l'obtiennent. Le lin, c'est une filière agro-créative. C'est une fibre engagée à résonance internationale, c'est une fibre végétale, naturelle, européenne et emblématique, et c'est la fibre créative du XXIe siècle qui est promise à un bel avenir mondial.